Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, est en visite officielle en Guinée-Conakry, une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée régionale en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal réaffirme sa volonté de solidifier ses relations avec tous les pays, y compris les régimes militaires. 6 morts, 8 personnes hospitalisées et une cinquantaine de personnes évadées. C'est le bilan de la tentative d'évasion de jeunes détenus au Congo-Brazzaville dans une prison décriée par les associations de la société civile qui accusent le gouvernement de faire un usage excessif de la force. C'est tout pour les titres que nous développerons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko poursuit sa tournée régionale en Afrique de l'Ouest. Après sa visite en Côte d'Ivoire, il est arrivé dimanche 1er juin à Conakry. Une rencontre avec le Premier ministre Bahouri devait avoir lieu dans la matinée du 2 juin avant un tête-à-tête dans l'après-midi avec le président de la transition Mamadi Doumbouya. Ousmane Sonko confirme par cette visite sa volonté d'entretenir des relations avec tous les pays de la région, y compris les régimes militaires. En Guinée, les discussions devraient porter essentiellement sur des sujets économiques. En Guinée, Ousmane Sonko, accompagné d'une délégation comprenant notamment des cadres des ministères sénégalais de la pêche et des infrastructures, pourrait chercher à faire bénéficier ces entreprises de la forte croissance de l'économie guinéenne portée par le dynamisme de son secteur minier et en particulier par le développement du méga-projet de Simadou. L'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants dans les deux pays, une nouvelle génération relance une relation en panne depuis une dizaine d'années. Sous les présidents Alpha Condé et Macky Sall, Conakry et Dakar ont connu une décennie de tensions. Le rapprochement s'était d'ailleurs amorcé dès l'an dernier. Mamadi Doumbouya s'est rendu à l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Sur le plan des droits humains, des ONG sénégalaises Afrikajom, l'Africtiviste et Tournons la page appellent Ousmane Sonko à s'exprimer sur le sort des activistes Foneke Mangué et Biolo Ba et du journaliste Habib Marouane Kamara, disparu depuis plusieurs mois. Plusieurs observateurs estiment cependant que le Premier ministre sénégalais s'en tiendra à la ligne qu'il a tracée. Développer les relations bilatérales, ne pas commenter les questions de politique intérieure de ses partenaires. Le 23 mai 2025 à Brazzaville, une tentative d'évasion de jeunes détenus a tourné au drame au CNSS Texaco, la Siémé, bâtiment administratif reconverti en prison. Bilan officiel, une cinquantaine de personnes évadées, 6 morts et 8 personnes hospitalisées. Le Centre d'action pour le développement CAD, organisation de la société civile, pointe un usage excessif de la force. Ces jeunes n'étaient pas armés, ce sont des jeunes qui ont voulu s'échapper d'une prison qui est aujourd'hui le symbole de l'horreur. À Brazzaville, le Centre d'action pour le développement, organisation de la société civile, demande une enquête indépendante et la fermeture d'un lieu de détention situé en plein cœur de la capitale du Congo. Le 23 mai 2025, aux environs de 4 heures du matin, au CNSS Texacola, Siémé, bâtiment administratif reconverti en prison dans le cadre de l'opération Coup de poing, une tentative d'évasion des jeunes détenus a tourné au drame. Selon le procureur de la République, sous une pluie battante, plusieurs détenus ont réussi à défoncer les portes de leurs cellules de sûreté. Bilan officiel, une cinquantaine de personnes évadées, 6 morts et 8 personnes hospitalisées. Trésor Nzila, directeur exécutif du CAD, souligne au micro d'Amélie Tulé: c'est une prison de fortune où les gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et le 23 mai, les forces de l'ordre, pour contenir l'évasion, n'ont pas hésité à ouvrir le feu. Nous dénonçons un usage excessif de la force. Ces jeunes n'étaient pas armés. Ce sont des jeunes qui ont voulu s'échapper d'une prison qui est aujourd'hui le symbole de l'horreur. Nous demandons aussi la fermeture immédiate de ce centre, parce que depuis le début de l'opération Coup de poing, nous n'avons cessé de dénoncer les graves violations des droits humains. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés malgré les conditions assimilables à de la torture, malgré les privations de visite. Et finalement, voilà, cet incident grave est intervenu. Trésor Nzila conclut: il est temps de fermer cette prison pour que les personnes qui sont interpellées puissent intégrer des centres officiels. Opération Coup de poing
est une opération conjointe mixte police-gendarmerie lancée en mai 2024 à Brazzaville pour lutter contre le banditisme et notamment le phénomène de la délinquance juvénile, des koulounas et bébés noirs. La frontière du Niger avec le Bénin restera fermée, a déclaré sur la chaîne télé Sahel le 31 mai 2025 le chef du régime nigérien qui accuse son voisin d'accueillir des bases où s'entraînent, selon lui, des djihadistes, ce que Cotonou a toujours nié. Le chef de la diplomatie béninoise rejette avec la plus grande fermeté des accusations graves et sans fondement. Nouvel épisode de tension entre le Niger et le Bénin. Samedi, le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, a accusé Cotonou de soutenir et de former des terroristes pour déstabiliser son pays. Des propos jugés inacceptables et injustes par le ministre béninois des Affaires étrangères, Adjida Bakari, dénonce des accusations graves et sans fondement. Il rappelle que le Bénin est lui-même engagé dans la lutte contre le terrorisme, au prix, dit-il, de lourds sacrifices, et d'ajouter « Le Bénin respecte la souveraineté du Niger, mais ne se laissera jamais dicter ses choix de coopération. » Le chef de la diplomatie béninoise met aussi en avant la résilience économique de son pays, malgré la fermeture de la frontière avec le Niger depuis le coup d'État du juillet 2023. La croissance a dépassé le 7,5% en 2024. Il appelle à dépasser les invectives médiatiques. Nos peuples attendent des solutions concrètes, pas des accusations. Le Bénin reste attaché à la paix et au bon voisinage, mais ne transigera jamais sur son honneur ni sa souveraineté. Dans son allocution, le général Tiani a aussi attaqué la France, l'Union européenne et les États-Unis, les accusant de vouloir déstabiliser le Niger avec la complicité du Bénin et du Nigeria. Il a toutefois éludé les questions sur la recrudescence des attaques djihadistes dans le pays, où plus de 100 soldats nigériens ont été tués ces derniers jours. Le candidat nationaliste conservateur Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle polonaise avec 50,89% des voix contre le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Selon les résultats officiels publiés ce lundi, infligeant un coup majeur au gouvernement pro-européen du pays. En Pologne, Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle avec 50,89% des voix contre 49,11% pour son rival pro-européen, Rafał Trzaskowski, soutenu par le Premier ministre Donald Tusk. Le président sortant, Andrzej Duda, a salué la victoire du candidat nationaliste, tout comme Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne. Karol Nawrocki, 42 ans, est un historien et ancien boxeur amateur proche des idées de Donald Trump. Il a mené campagne sur le slogan « La Pologne d'abord », les Polonais d'abord, promettant de limiter les aides aux réfugiés ukrainiens et de durcir les contrôles à la frontière allemande. Il s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN par crainte d'un conflit avec la Russie. Son élection intervient dans un contexte politique tendu. Le scrutin a été présenté comme un référendum contre la coalition pro-européenne au pouvoir. Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie, avait promis de soutenir les réformes démocratiques lancées par Donald Tusk après la défaite du PiS aux législatives de 2023. La campagne de Nawrocki a été entachée par des scandales, acquisitions immobilières douteuses et accusations non prouvées sur son implication dans un réseau de prostitution qu'il a fermement démenti. Le taux de participation atteint plus de 71%. Le président polonais dispose d'un droit de veto, ce qui pourrait compliquer la tâche du gouvernement Tusk dans les mois à venir. Le mardi 3 juin, les Sud-Coréens devront désigner leur nouveau président après une campagne éclair de 3 semaines. Un scrutin crucial qui déterminera le successeur à l'ex-président destitué Yoon Suk-yeol. Une élection présidentielle se tient en Corée du Sud ce 3 juin après la destitution du président conservateur Yoon Suk-yeol. Ce dernier avait tenté d'imposer la loi martiale en décembre 2024. Mobilisant l'armée contre l'Assemblée. Une tentative de coup d'État vite avortée. Il est suspendu en décembre, puis officiellement destitué le 4 avril 2025. C'est la deuxième fois dans l'histoire du pays qu'un président en exercice est évincé. Favori des sondages avec 50% des intentions de vote,
L'opposant Lee Jae-myung, 61 ans, tente de rassembler au-delà de son électorat progressiste. Ancien avocat et gouverneur, il modère son discours et se présente aujourd'hui comme un conservateur modéré pour séduire les déçus du camp conservateur. Face à lui, Kim Moon-soo, 73 ans, ancien ministre du Travail, incarne la continuité avec Yoon Suk-yeol, candidat du parti au pouvoir. Il multiplie les discours complotistes et divise son camp. Il est crédité de 36% de voix. Les deux candidats, tous deux hommes, ont peu évoqué les inégalités du genre dans un pays classé parmi les plus inégalitaires de l'OCDE. L'après Yoon Suk-yeol, la réforme des institutions et les relations avec les États-Unis et la Chine dominent les débats. Le futur président devra notamment négocier avec Donald Trump pour éviter de nouvelles sanctions douanières. Le scrutin à un tour mobilise fortement. 79,5% des Coréens de l'étranger ont déjà voté. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.